C'est mon corps qui a dit stop à un moment donné, hein. Le corps et l'esprit, parce que c'est toujours un peu lié. Donc les burn-out, je crois qu'il y a un jour où tu ne veux plus et tu ne peux plus te lever. Et là, il y a des feux rouges qui s'allument de partout et c'est le point d'arrêt, quoi. Que tu es obligé de prendre des décisions et surtout d'arrêter. Parce qu'on croit toujours qu'on est irremplaçable, hein. C'est ça qui est terrible, c'est que tu sens que tu vas pas bien, etc. Mais tu te dis, il faut que j'y aille, parce que sans ça, comment ils vont faire? Ils ne peuvent pas leur faire ça. Tu attends le point un peu de non-retour pour réagir. La première fois en tout cas, quand ça t'arrive et que tu ne sais pas trop ce qui t'arrive. Moi, je croyais pas que c'était possible de réaliser son rêve de vie et que devenir écrivaine pour de vrai, tu vois, ce soit possible. Quand j'avais la main dans la boîte aux lettres au moment d'envoyer mon premier manuscrit, hein, à une maison d'édition. Le rêve à portée de main, pourquoi pas moi? Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans coupe, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Il y a des livres qui peuvent changer une vie. Ce qui est extraordinaire dans le cas de Raphaël, c'est que ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, a radicalement changé sa vie et il a changé la vie de plusieurs millions de lecteurs, dont je fais partie bien évidemment. Depuis ce succès phénoménal, elle a écrit 3 autres romans, dont le dernier est paru en janvier. Je vous le fais gagner sur Instagram. Retrouvez le lien dans les notes de l'épisode. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous à ceux à qui il pourrait faire du bien et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je referme la parenthèse. Raphaël a fait l'école Estienne, une école d'art appliqué. Elle a commencé sa carrière dans la publicité, où elle était conceptrice-rédactrice. Suite à un burn-out, elle crée des team building par l'art. Elle écrit quelques guides de développement personnel, mais son rêve est d'écrire un roman. La route n'a pas été toute droite, mais Raphaël est le plus incroyable succès littéraire des dernières années. Elle est désormais l'une des auteurs les plus vendues en France. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Raphaël Giordano. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Charlotte. Je suis ravie d'être avec toi. Oui, je suis ravie de t'avoir aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Jolie entrée en matière alors. Tu vois, je t'ai envoyé tout à l'heure la photo de ce petit galet peint. Tu vois, c'est un galet qui véhicule quelque chose de très positif. Tu vois, c'est cette pousse qui sort du sol et qui est en pleine germination. Et voilà, il y a de l'or, il y a du vert. Enfin, c'est très inspirant pour moi. Alors, tu vois, j'ai choisi cet objet parce que c'est un objet tout simple à la fois. Et ça me ressemble parce que c'est simple et symbolique. Et moi, je suis très comme ça, sur les symboliques, les choses qui ont du sens, mais en même temps, c'est sobre, un petit galet. Puis peut-être qu'un galet, c'est synonyme de chemin pour moi, tu vois. Donc, comme tu le sais, je consacre beaucoup de mes recherches à comment mieux cheminer dans l'existence. Et ben ça aussi, c'est chaque pierre qu'on pose et tous les pas qu'on peut faire. Ça m'a fait sourire parce que ce week-end, comme je te disais juste avant qu'on enregistre, le seul livre que je n'avais pas lu de toi, c'était Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Et en lisant, enfin, j'ai pas encore fini, mais en lisant ce week-end, tu disais, donc il y a une personne qui organise des programmes et dedans, elle propose aux personnes de se présenter avec un objet. Et Oui, sachant que cette question-là, moi, donc c'est la question que je pose depuis le début du podcast à chacun de mes invités. Donc ça m'a fait sourire de voir ça. Oui, moi aussi, quand tu m'as demandé ça, ça m'y a fait penser. Je dis, mais c'est une belle entrée en matière, j'aime bien. Est-ce que tu peux nous raconter de là où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi? Ouais. Alors, écoute, moi, je suis née à Paris, dans le 12e arrondissement. Et je suis pas née toute seule, puisque comme tu sais, je suis née avec ma sœur jumelle. Voilà, donc on est vraiment arrivé en avance. On était des petites pitchounettes. On est arrivé à 6 mois et demi, tu vois. Donc, mais c'est bien, ça raconte quelque chose de mon histoire parce qu'il y a eu d'emblée un instinct de vie extrêmement fort. Tu vois, c'est très très fort accroché. Et ouais, ça marque le début de l'histoire. Et après, j'ai grandi à Paris. Donc, tu vois, je suis une Parisienne pure souche,
qui n'est pas si fréquent, Bon. paraît-il. Mais Tu n'as jamais quitté Paris? alors, j'ai quitté Paris, hein, oui, mais on peut vraiment dire que j'ai vécu à Paris et que c'est Enfin, quand je dis tu mon n'as jamais village, quitté quoi. Paris pour y vivre, entre guillemets. Oui, Enfin, oui, oui, oui. J'ai toujours vécu à Paris. Tu vois, il y a eu, j'ai juste habité quelques mois en Angleterre quand j'ai fait cet échange Erasmus, comme dans le film. Tu vois, c'était pas l'auberge espagnole, mais moi, c'était à Leeds en Angleterre. Et ça avait été une expérience géniale d'un ailleurs comme ça, très, très enrichissant. et quel type de petite fille tu étais? Quel type de télé? Ben, écoute, la même que maintenant, hein, on peut le dire. Non, je fais soit. Je n'ai pas changé. Euh, Écoute, j'étais une petite fille, ben, un peu toujours à bricoler des choses, euh, oui, dans mes carnets, je peignais, j'écrivais des petits poèmes, je dessinais beaucoup. Ouais, voilà. Et puis avec ma sœur jumelle, on s'inventait des mondes imaginaires, enfin, où je me racontais des films. Enfin voilà. Écoute, je crois que j'étais une petite fille plutôt vive aussi, tu vois, qui aimait bien rigoler, qui aimait bien plaisanter. Donc en tout cas, j'étais pas une introvertie, tu vois. C'est pas trop mon profil, voilà. Donc j'ai encore une photo de moi ici avec un micro à la main, tu vois. J'avais quand même, on avait un peu le sens du spectacle, on va dire. Ouais. Et Ouais. quand tu étais petite, tu te disais, ah, quand je serai grande, qu'est-ce que je ferai? Oui, et ben figure-toi que dans un vieux journal intime, tu sais, c'est qui ferme avec les Hello Kitty, avec les petites clés qui se ferment comme ça. J'avais retrouvé une phrase qui m'avait étonnée parce que j'avais marqué que je voulais écrire des livres, enfin être écrivaine ou infirmière. Et c'est Génial. rigolo parce que dans infirmière, il y avait une notion un peu de venir en aide aux autres, enfin d'aider les autres, d'accompagner, enfin une espèce de truc soignant comme ça. Je suis pas du tout devenue infirmière, mais en tout cas, j'ai réalisé le premier rêve de devenir écrivaine. Oui, C'est et puis joli. soigner aussi, parce que à Oui, travers tes livres, c'est pas juste des livres, c'est bien ouais, plus. Donc tu accompagnes les gens aussi sur leur chemin. Enfin, tu soignes enfin, je pense que c'est ça peut vrai. soigner certaines plaies ou en tout cas éviter certaines plaies. Ben, c'est vrai, vraiment, tu vois, malgré moi, j'ai vraiment envie. Alors, je suis romancière aujourd'hui, ça c'est sûr, mais j'ai envie d'offrir ce truc en plus à mes lecteurs. Et j'ai trouvé ce moyen de faire passer, d'être une passeuse d'idées, d'images, de réflexions pour aider les gens à cheminer dans leur existence. Et Mm. c'est sans doute ça qui fait le petit plus de mes romans. Ouais, carrément. Et avant qu'on parle donc de ta vie de romancière, qui est une énorme révolution dans ta vie et dans celle des autres, comment ça s'est passé au moment de choisir ce que tu allais faire en terminale? Ah, la panique à bâbord. Non, mais voilà. Et j'étais très bonne élève, tu vois. Et j'ai fait un bac A1 qui à l'époque correspondait à maths philo, filière comme ça. Et comme beaucoup de mes camarades, ne sachant, enfin, à la fois j'avais cette passion pour le dessin, la peinture, et puis un peu comme tout le monde, je savais pas trop ce que je voulais faire, et j'étais inscrite en droit dans une fac de droit. Tu sais, c'était un peu quand on savait pas, on faisait ça. Et au dernier moment, parce que bon, je me passionnais aussi pour la psycho, donc tu vois, j'en avais beaucoup discuté avec ma mère, donc tu vois, voilà. Et puis finalement, ma passion pour le dessin à ce moment-là l'a emporté. Et je me suis inscrite. Ma mère m'a dit, bah, vas-y, tente une année. Donc j'ai fait l'atelier maître de Penningen à Paris. Voilà, pour découvrir ce que j'avais à faire dans l'art. Et petite parenthèse, tes parents, ils faisaient quoi comme métier? Eh ben alors, ma mère est psychologue de formation. Elle a fait tout le cursus universitaire jusqu'au DEA, enfin vraiment la totale. Et après, elle a bossé elle travaillait comme consultante formatrice pour les entreprises, pour un grand cabinet parisien. Et puis mon père, ben, ressemble beaucoup à mon personnage à Basile. Là, tu vois, il y a à mon zèbre dans mon dernier roman, Le Bazar du zèbre à pois. Et lui est un ingénieur, bon, inventeur, érudit, enfin bon, un omniscient. Enfin non, je sais pas comment on peut dire. Mes deux parents sont des humanistes, voilà.
J'ai eu la chance de grandir dans un milieu assez cultivé. Donc, ce sont des gens waouh, qui ont des choses à partager, on va dire. Oui. Et donc, du coup, au moment où tu t'es dit, où tu as fait Penningen et après, le fait de justement de partir dans l'univers artistique, c'est quelque chose qui a été accueilli, du coup, comment par ta famille? Ah ben pour le coup, non, non, très bien. Très bien, d'autant qu'après ma première année à Penningen, j'ai passé les concours pour l'école Estienne, qui est l'une des 4 écoles nationales d'art appliqué. Et bon, bah voilà, du coup, j'ai intégré l'école Estienne, donc voilà, qui est une école publique. Et voilà, si tu veux, c'est une très belle école. Et qui était pas, parce que c'est pas les beaux-arts non plus, tu vois, donc c'était assez rassurant, parce que quand même, c'est un cursus qui est censé conduire à l'entreprise. Donc, D'accord. c'était pas non plus l'art, voilà, t'apprends, les écoles d'art appliqué, t'apprends vraiment un métier, en l'occurrence, et ça allait. Ouais, Ça reste structuré. Et donc, au moment de commencer à travailler, donc, tu es partie dans une agence de com. Ah oui, bon, on va passer en accéléré parce qu'en réalité, c'est évidemment toujours un peu plus complexe, hein. J'ai commencé comme directrice artistique, puis après, presque par hasard, je suis devenue conceptrice, rédactrice. Pour les gens qui l'ignorent, ben voilà, dans les agences de communication, il y a ceux qui s'occupent un peu plus des images et ceux qui s'occupent un peu plus des mots. Et comme moi, je maîtrisais très moyennement la PAO, et puis en fait, j'avais cette fibre depuis toujours pour l'écriture, hein. Mais je savais pas que ça pouvait être un métier à la base. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, mine de rien, tu as eu un moment où tu t'es rendu compte que quand tu étais en agence de com, que finalement, tu n'étais pas à ta place, tu n'étais pas bonne là-dedans. Et donc, du coup, tu as changé. Alors, tu vois, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Non? C'est qu'en fait, j'étais excellente comme créative. Ouais. Donc, j'étais faite pour ce métier-là. Ça, là-dessus, il n'y avait pas de souci. Mais après, la vie a fait que je suis tombée après dans une agence qui a été qui a été un peu comme un piège, quoi. Je sais pas, humainement, D'accord. je suis tombée un peu sur des profils burnés, si tu veux. Ok. Comme dans mon livre le jour où les lions mangeront de la salade verte. Bon, bah, c'est-à-dire, c'était un petit peu un profil, une sorte de harcèlement, de choses comme ça. Donc, toutes les pressions subies auxquelles je m'attendais pas, et j'étais assez mal préparée, en fait. Tu vois, c'était plutôt une chose humaine. D'accord. Comme tu sais, quand on est zèbre comme moi, ou ce profil artiste, il y a l'hypersensibilité qui est livrée avec. Et surtout quand on débute et qu'on ne sait pas grand-chose sur rien. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je ne savais pas poser mes limites, je ne savais pas m'imposer. Donc j'ai T'avais quel âge? Ben là, c'était même un petit peu plus tard, vu que j'avais 27 ans, 27, 28 ans quand même, tu vois. Mais voilà, c'est le dernier poste qui m'a fait vraiment, qui a été le point de bascule de mon parcours. C'était celui-là. On m'avait engagée comme directrice de création. Donc, tu vois, j'étais à la fois tellement contente d'être promue, d'avoir cette promotion, et c'était extraordinaire, toute jeune comme ça. Et surtout, je me faisais une haute idée déjà de l'humain depuis longtemps, parce que j'étais passionnée par la communication, le management, enfin donc oui, le management d'équipe. Et voilà, je crois que c'est cette expérience-là qui malheureusement s'est mal passée, parce que ça ne pouvait pas bien se passer en réalité. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai finalement la personne qui voulait transformer des studios d'exé en studios de création. Finalement, il m'engageait, mais c'était pas tant pour diriger l'équipe que pour faire un audit et puis renvoyer des gens qui étaient là depuis longtemps. Enfin, c'était plus des choses comme ça. Donc en fait, c'était pas du tout porter une équipe. C'était une mission piégée. Et du coup, Voilà. comment ton corps t'a parlé à cette époque-là? Alors, il y en a qui grossissent quand ça va mal. Moi, c'est l'inverse. J'ai tendance à perdre du poids, tu vois. Et on connaît le fameux livre, ouais, bon, le corps ne ment jamais. Je crois que quand on a vraiment les boules et que quelque chose ne passe pas, tu vois, voilà, c'était tout serré ici. Et dans ce genre de contexte, on m'avait pas mal isolée, en fait, et du coup, je finissais à manger toute seule tous les jours.
c'est bête, tu vois, mais le même petit boui-boui à côté. Et je mangeais vraiment, ça m'avait coupé l'appétit, on va dire. Vraiment. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit stop? C'est ce qu'on se disait, hein, c'est mon corps qui a dit stop à un moment donné. Hein. Vraiment, c'est le corps, le corps et l'esprit, parce que c'est toujours un peu lié. Donc, les burn-out, je crois qu'il y a un moment, un jour où tu ne veux plus et tu ne peux plus te lever. Et là, il y a des feux rouges qui s'allument de partout et c'est le point d'arrêt. Tu es obligé de regarder en face que ça va plus, que tu es obligé de prendre des décisions et surtout d'arrêter. Ouais. Parce qu'on croit toujours qu'on est irremplaçable, hein, c'est-à-dire que c'est ça qui est terrible, c'est que tu sens que tu vas pas bien, etc. Mais tu te dis, il faut que j'y aille, parce que sans ça, comment ils vont faire? Ils vont jamais boucler tout leur dossier. Voilà, donc tu t'imagines que la Terre va ça. Tu peux pas leur faire ça, que la Terre va s'arrêter de tourner, etc. Donc tu attends le point un peu de non-retour pour réagir. La première fois en tout cas quand ça t'arrive et que tu ne sais pas trop ce qui t'arrive. Et comment tu l'as vécu du coup à ce moment-là quand tu as pris conscience que c'était un burn-out? Je l'ai pris, je veux dire, je me le suis pris en pleine face, tu vois, et dans ces cas-là, tu ne sais pas trop ce qui t'arrive. Enfin, moi, tu es forcément dans une position de passivité parce qu'à ce moment-là, tu subis tout précisément. Tu subis. Et là, déjà, t'attends. Tu es comme une torture qu'on a retournée sur le dos. Tu as les pattes qui s'agitent en l'air et voilà, c'est fini. Je veux dire, c'est arrêt sur image. Il n'y a plus rien qui bouge. Ouais, et quand du coup tu étais donc sur le dos tel une tortue, oui, comment tu t'es arrêté, j'imagine, en arrêt maladie. Oui. Quoi. Il t'a fallu combien de temps pour dire j'y retourne pas? Parce que entre le moment où tu es arrêt buffet et le moment où il y a entre guillemets l'espèce moi j'appelle ça, enfin je l'ai vécu comme un deuil cette période-là, mais de se dire voilà, en fait j'accepte de dire non et de dire stop à cette vie pour laquelle j'ai tant travaillé en fait. Ça a été un déchirement tout ça quand même, parce que en plus je ne voyais pas que le problème ne venait pas de moi et j'étais persuadée que c'était moi qui avais échoué et qui était nulle. Et bon, même il aura fallu par la suite que je vois plusieurs personnes finir en burn-out au même poste que moi pour comprendre que voilà, ça pouvait pas, à l'impossible, nul n'est tenu, quoi. C'est vraiment, c'était pas possible. Oui, ta question c'était. C'était du coup, tu t'es arrêté entre le moment où tu t'es arrêté et le moment où tu as dit stop, en fait, j'y retourne pas. Non, mais c'est-à-dire, non, très clairement, il n'y a pas eu le moment où je me suis vue y retourner. C'est-à-dire, je me suis dit, même ça allait plus loin, c'est genre, plus jamais je ne retournerai en agence, je n'en serai plus jamais capable. Mais tu vois, j'y mettais une notion de capacité à ce moment-là, au lieu d'y voir, de sentir une notion de qu'est-ce que j'aime, qui suis-je, qu'est-ce qui va me faire, quel est l'environnement et la passion qui va me faire du bien, tu vois. Donc je prenais tout par le mauvais bout de la lorgnette, quoi. Voilà, c'était pas comme ça qu'il fallait raisonner. Oui, mais en même temps, c'est pas comme ça qu'on nous a appris à raisonner. Non, parce qu'on te dit le martinet, bon, j'en serais pas capable. Donc, tu vois, c'est hyper autodestructeur parce que tu te dis que c'est toi qui as une culpabilité immense de pas y arriver. Alors qu'en fait, non. Merci, super, tu te casses de cet endroit qui te fait du mal, c'est génial. Voilà, non, à ce moment-là, tu es persuadé que c'est toi qui es nul et que tu es une inadaptée du C'est ça. Et donc là, suite à ça, si mes renseignements sont bons, tu es partie. Très renseignée, Charlotte. Ouais, tu as créé ta propre entreprise. Oui, alors on passe toujours un petit peu en accéléré, c'est-à-dire que ça s'est pas fait tout de suite. Ah bon Ah non, non, ça met toujours un petit peu de temps. Il t'a fallu combien de temps pour te remettre sur les pattes Sur les petites pattes, ça a mis du temps, c'est-à-dire que entre le temps de se remettre, bon déjà physiquement et psychiquement, etc. Après, c'était vraiment un pied devant l'autre, hein, très très lent.
Et après, c'était vraiment ma théorie des petits pas. C'est vraiment, comme je me sentais pas capable de repartir pour un vrai travail en CDI ni rien, mais il fallait quand même bien songer à des solutions pour gagner ma vie. J'ai commencé à prendre un emploi à mi-temps, vraiment très très en dessous de mes compétences en réalité. J'étais téléprospectrice, tu vois. Ok. Et l'après-midi, je m'étais dit, je vais essayer de faire du freelance. Donc, je faisais des formations à des agences pour les former au brief créatif ou ce genre de choses. Voilà. Donc, j'essayais de m'en sortir un peu comme ça. Et puis, c'est une fois de plus par sérendipité pour les gens qui connaissent pas. Donc, c'est vraiment l'art de trouver l'Amérique en cherchant les Indes. Donc, c'est cette traversée du flou. Tu sais pas, mais c'est se mettre en recherche, en curiosité. Et je suis tombée complètement par hasard sur une agence d'événementiel par l'art qui habitait la même ville, qui était dans la même ville que moi, Boulogne-Billancourt. Et comme j'étais artiste peintre aussi, eh bien, ils m'ont fait découvrir le métier de coach en créativité par l'art. Voilà. Donc, c'est grâce à eux que j'ai commencé. Et c'est plus tard, donc au fur et à mesure que moi, j'ai décidé de monter ma structure Émotone, qui était, donc, tu vois, le mot émotion et tone, la couleur, hein, donc et tu sais, dans émotion, il y a la notion de mouvement aussi, donc remettre en mouvement comme ça, créer une C'était un peu dynamique. Est-ce que c'était un peu thérapeutique pour toi aussi, du coup? De toute façon, ce qui a été thérapeutique, c'est d'être mon propre maître. Et en fait, là où je subissais, enfin des fois, voilà, où finalement j'avais vraiment plus peur quand je devais obéir à d'autres et subir leur schéma, leur façon de diriger, de mal souvent d'ailleurs, très mal. Et voilà, là où mes ailes ont vraiment commencé à se déployer, j'avais plus peur que, tu vois, quand c'est toi qui décides de tout, tu redeviens maître du jeu et tu retrouves des forces insoupçonnées. Ouais, C'est c'est sûr. certain. Voilà. Donc, Et comment ton entourage t'a accompagné dans toute cette phase? Surtout en plus ta maman qui était psychologue, j'imagine que bon pour elle ça a dû être entre guillemets encore plus dur potentiellement que pour n'importe quelle autre maman. Hmm. Ben, elle a été formidable, hein. Ça, ma famille m'a énormément aidée et entourée. Et vraiment, Dieu merci, parce qu'ils m'ont vraiment aidée à me remettre sur pied. J'ai même habité quelque temps chez eux au tout début, hein. Tu vois, vraiment. Voilà, j'avais besoin d'un retour arrière, d'un cocon familial pour me refaire. Voilà. Puis après, je suis repartie avec mon compagnon. On a vite fondé une famille. Tu vois, je suis devenue maman dans la foulée. Tu vois, voilà. Ouais. C'est C'était passé le comme ça. renouveau, hein. C'était le Ouais. renouveau, oui. Ouais. Et est-ce C'est que ça. tu as un conseil du coup, parce que bon, t'es une ancienne burn-outée depuis quelques années, Oui, maintenant tu ça as du fait, non, recul bah oui, sur les choses. ça fait longtemps. Maintenant, je te confirme que ça fait au moins, je sais pas, 18 ans. Alors, tu vois, ça fait long quand même. Est-ce que tu as des Oui. conseils du coup avec le recul sur des choses parce que bon, une fois que tu as fait le burn-out, toutes les personnes avec qui j'ai discuté, c'est un truc que tu gardes quand même un peu à Ouais. vie parce que ton corps se rappelle à toi dès que tu pousses un peu trop ou tu tires un peu trop sur la corde. Mais tu sais, de toute façon, tous, chacun de nous, toute la vie, si tu veux, la vie passe son temps à nous déstabiliser. Enfin, la vie, c'est un équilibre tenu, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je prône le travail sur soi parce que au départ, quand on est tellement un peu, on débute dans l'existence, où on est un peu à vif, comme ça, on se connaît mal. Alors, tu marches sur un fil, tu vois. Alors là, c'est très facile de tomber d'un côté ou l'autre et d'être déstabilisé. Et je trouve que plus on travaille, on se connaît, qu'est-ce qui te fait du bien quand t'as un coup de moins bien. Moi, j'ai vraiment mes astuces, mon kit SOS, warning, ça va moins bien, tu vois, vraiment. Hein, et Dieu sait que même encore maintenant, ça m'arrive, tu vois. En ce moment, c'est pas facile, par exemple, tu vois. Mais du coup, au fur et à mesure, le fil, bah, il devient poutre, tu vois. Et peut-être même qu'en avançant encore sur le chemin, ben, ça s'élargit de plus en plus, ce qui fait que tu es de moins en moins facilement déstabilisé par l'existence. Et c'est évidemment mon objectif, parce que c'est extrêmement désagréable de se sentir mal. Hein, on en sait tous quelque chose. C'est, et voilà. Et
Et en même temps, c'est l'art, bon, ben voilà, de savoir que l'existence, ben, ça peut pas être tout le temps tout rose. Donc, il y a tout un chemin, des notions essentielles entre l'acceptation qu'il va y avoir. Tu vois, pas trop stressé quand tu vois que voilà, que ça va être les jours sans s'appuyer sur des fondations solides de confiance en la vie voilà, savoir traverser les émotions négatives aussi et non pas les rejeter. Donc, il y a tellement de petites choses à connaître et qui aident pour s'appuyer et pouvoir continuer son chemin. Ouais. Pourquoi tu disais qu'en ce moment, c'est difficile? Mais en ce moment, c'est difficile parce que les gens ne le savent pas forcément. Tu vois, je suis en train, j'allais dire, d'accoucher encore d'un nouveau roman et c'est un travail. Enfin, tu vois, on n'appuie pas sur un bouton et le livre ressort. C'est une vraie abnégation, je crois, de s'y consacrer tous les jours, qu'il n'y a pas eu de pause du tout. Moi, tu vois, ça fait depuis juillet que je suis pas partie un seul jour de Paris. Etc. Et puis le contexte en plus n'est pas le contexte le plus fun en ce moment à Paris. Tu sais, bon, moi je suis très respectueuse des mesures, donc je vois quasiment personne. Et donc voilà, j'ai enchaîné la promo. Ça peut-être, voilà, les personnes ne savent pas non plus en quoi ça peut consister, mais c'est quand même quasiment quotidiennement des choses qui demandent du dépassement de soi, donc énormément d'énergie. Et les fluctuations d'énergie, tu vois, voilà, voilà, et là je repars dans plusieurs aventures en même temps de création, mais qui sont un peu comme être enceinte, j'allais dire que voilà, mais c'est un bébé à chaque fois. On a cette espèce de fatigue, de joie, mais de fatigue, parce que faut aller au bout, quoi. Parce que là, tu sors un livre par an à peu près? Alors, pas tout à fait, ouais, un peu plus quand même, parce que justement, pour moi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer même à ma maison d'édition. Pour moi, c'est important, une jachère créative quand même. Bien sûr, ouais. Et ce qu'on se disait avant, tu vois, mes romans, il y a à la fois le fil narratif, mais il y a quand même tout un travail d'une exploration de fond sur. Il y a une énorme recherche, ouais. Et comme une méthode aussi que j'aime mettre au point. Enfin, j'aime inventer des concepts. Peut-être des techniques à faire passer même entre les lignes dans le roman. Et oui, tout ça, ça se fait pas. Ouais, mais c'est bien. Il faut. Donc j'aime prendre le temps, tu vois. Donc moi, à la fin de mon existence, tu vois, l'idée, enfin moi personnellement, c'est pas nécessairement d'avoir écrit le plus possible de livres. Tu vois, c'est pas mon. Ouais, c'est pas ton. Non, j'écrirai tant que je serai habitée visitée par un sujet qui me tient à cœur et je tiens à vraiment consacrer le temps qu'il faut pour que ce soit comme je souhaite et donc le mieux possible. Je trouve ça super intéressant justement ce que tu disais, à savoir que chaque livre a un concept. Donc il y a la routinologie, la burnerie, l'audacité et ça t'est devenu comment, entre guillemets, cette idée? Enfin, ça existe peut-être ailleurs, mais en tout cas, j'en avais jamais entendu parler, d'avoir justement la création de concepts en fil rouge. C'est vraiment ma spécialité, Charlotte, je crois. Je crois pas que ça existe autrement. On se disait, hein, c'est c'est mon truc. C'est ce qui fait ma petite différence, qui fait la différence peut-être, je ne sais pas. C'est une tournure d'esprit, ça va avec tout le reste, tu vois. De même qu'en agence, comme j'ai expliqué, j'ai toujours été entre mots et images, mais en réalité, je suis avant tout une conceptrice, par exemple. Et là, c'est pareil, en fait, le concept clé de voûte, il me vient en premier. Donc, le livre repose sur un concept clé de voûte, et autour, je bâtis une histoire, une narration, des personnages. Tu vois, voilà. Mais j'ai besoin d'une première pierre à l'édifice, tu vois. Et ça fait mon fil rouge, quoi. C'est intéressant de développer comme ça un thème fort. Et puis après, j'aime inventer des mots. Donc à chaque fois, oui, mais je l'ai dit, mon premier métier, c'est la conception-rédaction. Oui, ça fait sens. C'est ça, cette invention de ces trouvailles rédactionnelles
c'est moi. Enfin, ça fait ça, je l'explique pas. Je peux pas l'expliquer mieux que ça. C'est là, je souris parce que je repense à une amie avec qui j'avais conseillé de lire Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors bon, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais pas casser la fin, mais elle m'a dit mais je m'y attendais tellement pas et Ah et oui. c'est vrai que en fait il y a vraiment un côté où la fin tu as une vraie surprise en fait Ah oui, sur oui. et où on s'y attend pas et je trouve ça, enfin moi je trouve ça chouette ces livres où ou pareil, tu vois Virginie Grimaldi, où à la fin, à chaque fois, il y a un truc où t'as un truc, tu t'imagines pas que ça pouvait arriver, et du coup, ça te chamboule Oui. tout, et du coup, tu as envie de relire le livre, en fait, pour pouvoir revoir tous les petits indices. Excellent. Et oui, oui. Bon, ben ça, c'est magique quand on arrive à trouver ce tweet de fin et cette pirouette. Ce qu'on a, on aime surprendre en tant que Ouais. romancier. Voilà, c'est ça. C'est oui. Donc ça, c'était bien. Ça a été quoi l'histoire du coup de ton premier livre de tous les, donc pas ton premier roman, mais de ton premier livre? Alors, excuse-moi, le premier livre que j'ai Oui, écrit que ou tu as que j'ai écrit. lu? Non, que tu as Que j'ai écrit. écrit. Que j'ai écrit. Oui. Mm. Alors, ben, écoute, le premier livre que j'ai écrit, et c'était drôle parce que je retombais l'autre jour dessus, le premier roman en tout cas que j'ai écrit, j'avais 17 ans. Et comme je faisais beaucoup de tableaux, je peignais beaucoup aussi. Et moi, ce qui me fascinait, c'était l'objet livre, c'était le fond et la forme. Écrire l'intérieur, mais aussi faire la couverture pour de vrai. Tu vois, que ça a l'air pour de vrai. Et je retombais dessus, donc j'avais imprimé à la maison un de mes tableaux. Et par exemple, c'est rigolo, c'est que j'avais mis en logo Plomb, qui est mon actuel. Donc, C'est fou, hein. imagine, c'était il y a, oui, je suis nulle en maths, il y a 25 ans, imaginons, tu vois, mon premier roman, enfin, j'avais 17 ans. Et waouh, c'était déjà, j'avais mis Plomb pour de rire, donc c'était drôle. Et le Et premier livre que tu as publié? ouais, le premier livre publié, Ouais. premier livre publié, c'est Les secrets du docteur Coulzen, tome 1, l'affirmation de soi. Et là, je te dis, moi, je m'étais lancée dans l'aventure, en tout cas des livres, un peu comme un défi, parce que, tu vois, je sortais d'un stage j'ai assisté à un stage animé par ma mère sur l'affirmation de soi, et c'est une animatrice extraordinaire. Elle emploie beaucoup d'images, de métaphores, et je trouvais ça tellement visuel que je dis, il faut en faire quelque chose. Mais tu vois, ce que je raconte aux gens, c'est vrai que mes premiers livres sont des livres de développement personnel créatif, vraiment. Mm. Mais c'est plutôt la communicante aussi qui s'est saisie d'un sujet. Tu vois, ma mère aurait fait du golf, j'aurais peut-être écrit un livre créatif et décalé sur le golf. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, enfin, oui et non, parce que évidemment, tous ces sujets sur la psychologie humaine me passionnaient depuis toujours. Donc, c'est un semi-hasard. Mais en tout cas, c'est comme ça que je me suis donné l'autorisation de créer ces livres. Et tous mes premiers livres, c'est pareil, à chaque fois, en tant que communicante, je voulais réinventer un peu l'objet livre. Et voilà, que ce soit sérieux vraiment sérieux sur le fond, mais attractif, ludique, différent sur la forme. On va Donc, faire passer les messages d'une façon différente. oui, puis ça a même été à chaque fois. Bon, j'ai fait les 4 premiers Coulzen qui étaient publicitaires dans l'approche parce que c'était une double page, un concept. Mais les suivants, c'était des objets livres aussi. Tu vois, le 100% bonheur, bon, maintenant, ils l'ont réimprimé d'une manière assez basique, mais c'était sous forme un carnet d'auto-coaching sous forme de répertoire téléphonique. Donc, tu vois, Ok. l'accès à l'info, c'était différent. Et le suivant, c'était un nuancier hémotome sur l'intelligence émotionnelle, comme un vrai nuancier Pantone Comme de un couleur. Pantone. Tu Ouais. vois, donc c'était pour de vrai l'objet, tu vois, fond, forme. Voilà. Et ces premiers livres, c'était des commandes ou c'était toi qui est venu avec le concept? Enfin, j'imagine que c'est venu avec le concept auprès des maisons d'édition. Ouais, totalement, totalement. J'ai toujours amené tous les projets. J'ai jamais travaillé, Sur jamais commande. sur commande. Et même tout premier livre sur les secrets du docteur Coulzen, j'avais travaillé avec une amie, Izumi, qui avait fait toutes les illustrations. On avait monté un petit dossier, on connaissait personne dans l'édition, et on a vraiment envoyé, tu vois, on avait vraiment bien ficelé notre dossier, et on a envoyé presque au petit bonheur la chance, tu vois, enfin en regardant juste le nom de maisons d'édition au hasard, presque, tu vois.
Et comment tu l'as vécu quand les éditions d'Angle t'ont dit oui? Écoute, ça a été, je me souviens avoir reçu un coup de fil. Je marchais dans la rue avec ma sœur. Enfin, elle habitait en banlieue parisienne à ce moment-là. Quasiment d'être tombée à genoux de bonheur, hein. Non, non, extatique. C'est vrai, hein, parce que je te disais vraiment, je crois que c'était le rêve d'une vie d'être édité. J'ai parlé de ce premier roman que j'ai écrit à 17 ans, mais à 25 ans, j'en ai écrit un deuxième euh, dont que j'ai encore à la maison et que j'ai montré à personne, si tu veux. Donc voilà, c'est des vrais romans. Et tu vois, tout ça, ça m'habitait tout du long, sauf que tu me parlais de mission de vie et c'est merci à ton podcast de mettre ça en lumière. Moi, je ne croyais pas que c'était possible de réaliser son rêve de vie et que devenir écrivaine pour de vrai, tu vois, ce soit possible. Et même, je me suis lancée à écrire des non-fictions. J'étais déjà tellement heureuse, mais tu vois, c'était pas encore tout à fait mon rêve parce que mon rêve, c'était d'écrire des romans. Ouais. Et j'ai mis Ça, encore un paquet. T'en avais conscience à cette époque-là? Non. Enfin, attends. Je faisais tout un peu de front, donc j'avais l'impression de faire mes armes, mais enfin, franchement, au début, je rentrais dans les éditions. Pour moi, c'était déjà un rêve éveillé. Les salons du livre, être invité, être publié, avoir mon nom sur un livre, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, j'avais un rêve enfoui d'écrire des romans, mais j'ai mis quand même un paquet d'années à le faire ressurgir, ce rêve, puisque j'ai quand même écrit un certain nombre de livres avant. C'est quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit, allez, ça y est, celui-là, j'y vais, je me lance? Ça a été assez lent, tu vois. À chaque fois, c'était un cran de plus. C'était d'abord d'avoir écrit les 4 premiers Coolzen, 4 livres quand même, puis le suivant, le 100% bonheur. Entre deux, j'ai écrit un roman jeunesse pour mon fils, mais tu vois à quel point c'était anecdotique. C'était en catimini. C'était bon, un roman jeunesse parce que c'est court, ça fait pas trop peur de se lancer, tu vois. Et je l'ai publié à compte d'auteur. Enfin, c'était vraiment très modeste, tout petit, tu vois. Ouais. Donc, mais à chaque fois, c'était un cran de plus. Et juste avant ta deuxième vie, j'ai passé plusieurs mois à écrire un roman, mais qui n'avait rien à voir avec le développement personnel. Parce que, voilà, je voulais vraiment. C'est génial les non-fictions, mais c'est pas suffisant. Je suis créative, mais je montrais que je suis créatrice. Enfin, c'est peut-être la même chose que dans la mode, je sais pas. Enfin, taquiner les mots un cran, enfin, aller un cran plus loin, tu vois, dans l'imaginaire qui m'a toujours habité. Si j'ai quelque chose à montrer quand même, c'est pas possible. Voilà. Et ce roman que j'ai écrit, il n'a pas trouvé preneur parce que c'est rigolo. Voilà. Et t'as eu, je sais plus ce que tu disais sur ton site, 14 refus, 14 ou 15 refus. C'est pareil, j'ai encore les lettres et c'est très 15 touchant. refus, ouais, c'est ça. T'as les plus grandes maisons d'édition qui m'ont dit, voilà, malgré tout l'intérêt, blablabla, nous avons le regret et t'as passé plusieurs mois à écrire quelque chose et t'es dégoûté que ce soit pas encore là. Et voilà. Et j'aurais pu baisser les bras, vraiment, tu vois, et dire, bon, c'est mort. Et en fait, non, tu vois, 3 mois plus tard, je laissé passer le temps d'un été. Je présente. Alors, j'ai dit, si je peux pas rentrer par les grandes maisons, enfin, par les maisons littéraires, il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans ma tête où je me suis dit, j'ai mes entrées déjà dans le monde du développement personnel. Il est vrai. J'avais quand même écrit plusieurs livres. J'étais déjà reconnue par les maisons d'édition, en tout cas, même si c'était un succès d'estime, tu vois, mais voilà. Et je dis, je vais écrire un roman, mais voilà, avec un fond de développement personnel, d'autant que l'histoire de Camille me venait tellement spontanément, vu tout ce que j'avais vécu, moi, tu vois, les 15 dernières années, tout le chemin m'apparaissait tellement clairement sur ce qu'il fallait faire pour réenchanter sa vie. Non, c'est vrai, tu vois, que le pitch, il m'est venu tout de suite. Et du coup, là, tu as écrit le pitch, tu l'as présenté, c'est à Hérode, je crois. Voilà. Mais tu n'avais pas écrit le livre, pour le coup. Rien, non. Franchement, j'ai été voir mon éditrice, je lui ai proposé le projet en 10 lignes avec le routinologue, enfin un pitch. Voilà, c'est vraiment quelques lignes pour convaincre. Et c'est vrai qu'elle a trouvé géniale l'idée. Et voilà, donc elle m'a
elle a dit banco pour que je l'écrive. Ils m'ont fait un petit contrat, tu vois, 3000 ex, un petit avaloir comme ça, petit quelque chose. Et puis, voilà, ils ont attendu que je l'écrive. Mais je pense qu'ils ont été très, très étonnés quand quelques temps après, j'ai remis le manuscrit. Parce que je pense qu'ils s'attendaient à un manuel un peu romancé, tu vois, et que c'est plutôt vraiment l'inverse qui s'est passé. Enfin, je pense qu'ils s'attendaient pas à ça. Et tu penses qu'ils ont été voilà. surpris dans quel sens Ah bah dans le bon sens. Hein, oui. ils étaient... Ah ouais. Ah bah oui. Et ils étaient conscients la suite n'aurait pas eu lieu. Non, et vraiment, ils étaient... si là, il se passe quelque chose. Oui. On dit que c'est le même premier roman de développement personnel en France. Oui. Mais ça m'honore, quoi. Franchement, ça me fait très, très plaisir. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est cette sérendipité, c'est en créativité, c'est souvent le mélange d'univers, la croisée d'univers ou la croisée de deux idées qui donne quelque chose d'hybride et donc d'original, enfin de nouveau. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, presque malgré moi, hein, parce que ce format 2 en 1, presque, on l'a bien vu, c'est cohérent depuis toute mon enfance. Tu vois, vu que j'ai comme ce double cursus créa-psycho, par la force des choses, qui m'est venu donc très naturellement, j'ai rien cherché, et puis après, tout s'est fait. Voilà, c'était cohérent. En fait. Et à partir de quand vous vous êtes rendu compte avec la maison d'édition que c'était en train de faire un carton? Alors, en fait, je te dirais qu'il y a déjà eu plusieurs mois avant la sortie, 2 grands pays qui ont acheté les droits, qui ont adoré et qui ont acheté les droits, c'est le Canada et l'Espagne. Ok. Et ça continuait à leur mettre quand même vraiment la puce à l'oreille que le livre avait un gros potentiel. Alors, ils ont dit, on va quand même augmenter le tirage initial. Alors, de 3000, il me semble qu'ils ont imprimé 10 000 exemplaires la première fois. C'est énorme en France, hein, déjà. Ouais. Mais pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, je crois que la mise en place de mon dernier, tu vois, ça doit être de 150 000 exemplaires, tu vois, en première intention. Donc, tu vois, et ça, c'est la folie. Mais à l'époque, 10 000 en première intention, mais c'était déjà c'était plus qu'une folie. J'étais déjà au nirvana, quoi. Ouais. Et après, ça s'est enchaîné, ce qui était fou parce que personne me connaissait. Évidemment, j'étais une auteure totalement inconnue, premier roman. Mais je crois que la force, ça a peut-être de pas être que le livre ne soit pas sorti en littérature, mais au rayon développement personnel. Donc, tu avais cette espèce d'ovni au rayon d'épée. Et finalement, il était très visible. Parce que je suis sortie en septembre 2015, enfin, ta deuxième vie est sortie en septembre 2015, en pleine rentrée littéraire. Autant te dire que les écrivains savent ça. Enfin, je veux dire, la majorité, c'était affreux. Tu es noyé parmi des centaines d'ouvrages ou je ne sais combien. Et c'est très difficile de sortir du lot, surtout quand tu n'as jamais été publié. Quoi. En tout cas, republié sur un roman. Voilà, sur un roman. Non. Donc la chance, je pense que c'était aussi d'avoir été visible au rayon développement psycho et développement personnel, mais comme un roman. Et puis après, ça a été exponentiel, quoi. Et comment tu l'as vécu ça, et comment vous l'avez vécu avec ton entourage, tout ça? Ah ben ça a été vraiment l'année de tous les chamboulements émotionnels, c'est sûr. J'étais à la fois, j'atteignais enfin le rêve de ma vie avec ce succès qui arrivait, et je crois que pour une artiste créative comme ça, ben, tu vois, cette reconnaissance qui arrivait enfin, après, il faut le dire, pas mal d'années, un peu à ramer avec une petite entreprise, avec, bon, tu vois, c'était bien, c'était super, mais c'était pas, ça avait un peu du mal à décoller quand même. Voilà. Donc, c'était une immense joie. Et puis, ça a quand même coïncidé, bon, ma foi, avec la séparation avec mon compagnon. Donc, c'est vraiment arrivé pile en même temps, tu vois, le même mois, la sortie de ta deuxième vie, waouh, donc c'est. Ouais, t'as un peu le double. Ouais, t'as un peu. Ça a été un tsunami émotionnel, tantôt extrêmement positif, tantôt à se retrouver toute seule avec
à vivre avec mon gamin qui du coup était quand même pas. Enfin, ça a été un peu compliqué, on va dire. Il avait quel âge, ton fils, à ce moment-là? 12 ans. Ouais. 11 ans. En plus, début d'adolescence. Ouais, c'est entré en 6e. Enfin bon, ouais, c'est pas le top. Mais bon. Mais voilà, et puis écoute, après, ce qu'on disait, c'est la vie, hein. Ouais. C'est-à-dire que la vie restant la vie, avec ses règles du jeu et ses. Voilà. Mais le début d'une très belle aventure, évidemment, qui a changé ma vie, bien sûr. Ouais, parce que maintenant, du coup, bon, genre, je te pose pas la question, mais maintenant, tu vis 100% de ton écriture, ce qui est le rêve de tout écrivain. Ah oui, bah, c'était bien sûr une chance extraordinaire. Et c'est vrai quand ils ont rarement vu ça dans l'édition. Je crois que c'est un phénomène d'édition. C'est-à-dire, t'as les best-sellers et puis tu vois, ta deuxième vie, c'est un long-seller. C'est genre au-delà du best. Tu vois, 2 millions d'exemplaires à ce jour, mais que ça continue à se vendre partout dans le monde entier. Ça n'arrive jamais, un truc comme ça. Ça n'arrive jamais. Tu vois. Ouais. Donc, c'est même pas le truc que t'aurais pu imaginer un jour, en fait. Ah, jamais. Non, c'est tu vois, je suis pas spécialement, mais c'est pas possible. T'as les cieux qui s'ouvrent ou t'as un truc, c'est oh là-haut, qu'est-ce que vous avez voulu quoi? Pour moi, c'est pas possible. J'y croyais pas et c'est vrai que c'est pour ça que je rends quand même grâce, parce que j'ai quand même conscience qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour moi. Alors des fois, je me dis mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. En même temps, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Et en même temps, j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire, voilà, tu vois, ce qu'on se disait, nous, les moments difficiles, les traverser, les surmonter, rebondir, se battre. Voilà. Alors, bon, ouais, c'est pas venu tout seul. Il y a beaucoup de travail avant. Et puis, toute une vie passée dédiée, consacrée à l'art et à la créativité. Et donc, c'est pas un matin, je vais écrire un livre, un roman avec plein d'idées dedans et des choses comme ça. Tu vois. C'est quand même il y a un vrai cheminement intérieur. C'est toute une vie quand même aussi, tu vois. C'est un profil aussi. C'est un profil. Et du coup, quand tu as sorti le jour où les lions mangeront de la salade, donc de la salade verte, donc ça c'était en 2009, donc du coup 2 ans après la sortie de ta deuxième vie commence. Comment tu l'as appréhendé? Parce que quand on a fait un truc tellement incroyable, le deuxième, j'imagine qu'on doit avoir certains sentiments. Oui, ben ça se bouscule toujours un peu, mais moi j'essaie de rester concentrée à chaque fois. Enfin, plus sur le chemin. Enfin, comment te dire? Si j'ai l'impression d'avoir donné le meilleur de ce que je pouvais, j'ai vraiment super travaillé. Il y a eu il a été chercher des idées vraiment. Après, advienne que pourra, c'est-à-dire que ça m'appartient plus, mais vraiment, je me sens en paix parce que ça plaît un peu plus, ça plaît un peu moins, bien sûr, d'un livre sur l'autre, tu vois. Mais je crois qu'on peut quand même, on est obligé de voir le travail qu'il y a eu et le cœur qu'il y a eu à l'ouvrage. Bien sûr. Et donc, dès lors, après, ça m'appartient plus. Voilà. Oui, et puis même en fonction tu vois, on en discutait avec Maud Ankawa et elle a écrit pour l'instant 2 romans, donc Respire et Kilomètre Zéro. Et moi, j'ai lu les 2 romans et puis comme je l'ai interviewée, j'en ai discuté avec pas mal de personnes qui ont lu aussi les 2 romans et c'est marrant de voir comme chacun va aimer un roman d'une façon différente, ça va résonner de façon. Les 2 personnes vont aimer, mais on va pas s'accrocher à chaque chose. Et puis, ce que je trouve aussi super intéressant avec tous ces livres, c'est que le même livre lu par la même personne à un moment différent de sa vie, ça n'aura rien à voir. Je vois ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ce que je te disais hors caméra, c'est que, hors micro, c'est le livre que j'ai mis le plus de temps dans toute ma vie à lire. Je pense que j'ai dû mettre peut-être 1 ou 2 ans à lire, mais tu sais, il était sur ma table de nuit pendant 1 ou 2 ans et c'est fabuleux ça. Ouais. Ah oui. Et je le prenais et tout, je le surlignais, je le lisais dans le métro, mais en fait, j'ai eu énormément de mal à lire dans le sens rapide parce que
En fait, c'était l'époque où j'étais encore en poste et que c'était très compliqué et dans les périodes de stress. Donc, j'étais dans le pré-burnout, on va dire. Et en fait, chaque chose, c'était vraiment lourd parce qu'en fait, ça me permettait de vraiment réfléchir à ma vie. Et je l'ai relu via la BD cet hiver. Et donc, du coup, je l'ai regardé avec un regard complètement différent. Et c'est vraiment chouette de voir. Moi, j'étais fière de voir le chemin parcouru. Et je trouve ça chouette aussi d'avoir proposé cet autre format pour pouvoir justement permettre pour ceux qui préfèrent la BD. D'ailleurs, je l'ai fait lire à mon fils qui a 9 ans. Très bien. Ouais. Bien, super. Comme il lira pas les romans, les BD, ça passe. Et je me dis, c'est super pouvoir permettre aux enfants aussi de commencer à se rendre compte de tout ça, en fait. Non, c'est chouette. Écoute, mais, je suis contente. Alors, si ton fils a lu la BD, oui, qui a été une belle aventure aussi. Ça, c'est chouette extraordinaire le travail qui a été fait en images. Et c'est bien d'avoir accès sous différentes formes. Et après, du coup, il y a potentiellement un film sur lequel j'ai vu. Oui, entre autres. Oui, je peux pas trop m'étendre pour l'instant. On en reparlera plus tard. Ce que je peux te dire, c'est que ça travaille en coulisses. Ok, super. Bon, ça c'est sûr. On n'en parle pas tout de suite alors. Il y aura des rebondissements, il y aura de la nouveauté, il y aura pas mal de choses dans les années à venir, quoi. Ouais, c'est sûr. Génial. Oui. On va rentrer sur les petits. En fait, dans chaque interview, j'ai une petite série de questions. Nous allons attaquer les questions. Hop, qui ne sont pas là. Attends, c'est merveilleux. Normalement, je les connais par cœur, mais il y a un moment où. Non, mais j'aime bien les joies du direct. C'est ça qui est bon. C'est l'authenticité, la spontanéité. Voilà. Exactement. Zou. C'est merveilleux. Ça fait la petite phase de musique d'attente. Bah oui. Ouais. Tu veux que je fasse la musique d'ascenseur? Ah ouais, vas-y. Ah non, mince, je sais. Ou la lettre à Élise. C'est parti. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, pour moi... la question piège. C'est ce moment où tu te poses et tu peux regarder en arrière et où tu vois l'évolution, le chemin parcouru. Et parce que pour moi, le pire serait la stagnation. Tu vois, ce serait d'avoir fait du surplace. Et je crois que c'est ça, c'est se retourner et de voir comment tu as réussi à avancer, à franchir les étapes. À quel grand moment dans ta... Ouais, c'est chouette. À quel grand moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Quand j'avais la main dans la boîte aux lettres au moment d'envoyer mon premier manuscrit à une maison d'édition, c'est tout. Le rêve à portée de main, pourquoi pas moi? Ouais. Qu'est-ce que la petite Raphaël de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui, selon toi? Je suis trop fière de toi. Non, je crois peut-être qu'elle me dirait, peut-être qu'elle me remercierait de ne pas avoir laissé tomber mes rêves d'enfant et d'avoir continué à y croire même quand c'était vraiment dur et de pas avoir lâché. Et c'est pour ça que mon dernier roman, ça parle d'audacité. Tu vois, c'est l'audace et la ténacité d'aller au bout, parce que sans persévérance, voilà, il manque quelque chose et on peut être à ça de réaliser ses rêves. Donc c'est dommage. Ouais. Ça serait dommage de ne pas y aller. Ce serait dommage de ne pas y aller, ouais, complètement. Ouais. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi? Écoute, mes renoncements. Mes renoncements. Je crois que dans toute vie de famille, il y a un petit renoncement qui est de se consacrer quand même aux enfants et donc tu vois, voilà, renoncer à une forme de liberté qui aurait pu être plus absolue encore, d'une vie de voyage, une vie de je ne sais pas, mais peut-être que c'est moi qui me, tu vois, mais j'en suis heureuse comme ça. Ouais.
C'est quoi pour toi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser depuis petite? La plus grande difficulté, c'est la peur, hein. Une peur liée liée à la séparation. Ah Ah ah, ah. c'est ah ah, ah Ah ah. Non, mais oui, c'est ça, hein. ah. Ouais, quand on est jumelles, ça, c'est souvent une peur liée. Enfin, Ouais, quand, ouais, oui, oui, oui. Puis c'est la problématique des liens, quoi. C'est le besoin de contact, le besoin ouais, c'est ce qui me nourrit aussi. Voilà. D'ailleurs, ta sœur, donc, elle est coach de vie. J'imagine Ouais. que forcément, vous échangez pas mal sur ces thématiques-là. Tu lui fais tu lui fais lire tes livres avant de les publier? Ben, ça dépend. Les premiers, oui. Mais c'est vrai que même les derniers, pas forcément. D'abord parce qu'elle a beaucoup de travail, donc elle avait pas forcément trop de temps. Et c'est particulier aussi, tu vois. Donc c'est bien pour l'une comme pour l'autre de comment dire, de pas de reste de Chacun garder son terrain. de Ouais. cloisonner un tout petit peu. Mm. Donc tu vois, par exemple, bah, c'est vrai qu'on parle, mais pas forcément toujours de ces thèmes-là ou tout ça, tu vois. Voilà, on s'évade, on se change les idées aussi, mais oui, par contre, c'est extraordinaire de pouvoir échanger ensemble, Bah, c'est je trouve ça sûr. super aussi que C'est une chance. tu lui fais sa pub, en tout cas dans le bazar du Zèbre à Poix et sur ton site. Je trouve ça génial de dire aller plus loin. Je connais Gentil. quelqu'un qui sera super pour ça, quoi. Ben, c'est gentil. Écoute, voilà, moi, je le voyais comme ça. Des détracteurs peuvent y voir, voilà, on peut faire des petits tacles par rapport à ça. T'en as eu? Euh, peu, mais Ouais. un peu. Ça a pu De quel arriver. type, du coup? Critique littéraire qui d'un coup voit d'un mauvais œil ce petit passe-relais. Voilà, que moi, si tu veux, je pense pas, il y a pas d'idée derrière, si ce n'est le coup de pouce et cet esprit de solidaire entre nous. Et puis de penser aussi à mes lecteurs, tout simplement, et toujours l'envie de dire bah, qu'est-ce que je peux leur offrir en plus, quoi. Et tiens, moi, à l'époque, quand j'avais plus trop par quel bout prendre mes changements, ça m'aurait bien aidé qu'on me dise bah, tiens, tu pourrais commencer par là, tu vois, et qu'on m'indique quelque chose. C'est uniquement dans cet esprit-là. Ouais. Ouais, C'est comme ça. t'es pas commissionné sur l'apport d'affaires sur ta Oh, sœur. ben non, bien sûr que non, là, on va Ouais. vraiment pas. Ouais. Et puis, non, c'est vraiment tellement pas notre état d'esprit, mais bien sûr, ceux qui nous connaissent, et puis c'est ça qui compte au final. Et puis, mes lecteurs ne s'y trompent pas non plus, je crois, et c'est Oui, puis fait. finalement, enfin, plus tu as du succès, plus tu as des détracteurs, j'imagine aussi. Oui, mais il y en aura toujours, si tu veux. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, le prochain, je mettrai peut-être, voilà, pas l'adresse de ma sœur, mais c'est de. Un QR code pour prendre rendez-vous directement. Comme ça, Ouais, ouais, voilà, directement. voilà. On fera encore plus fort. On va Voilà. faire encore plus fort. Non, c'est Avec comme un ça. code promo. Avec un code promo. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Non, mais bon, c'est fait. C'est fait dans tellement un autre état d'esprit, mais je crois que ceux qui me suivent et me connaissent ne s'y trompent pas, et c'est la seule chose qui m'importe au final. Ouais. C'est quoi tes plus grandes peurs? Alors, du coup, Euh, je crois que j'en ai dit ouais. pas mal. C'est. Oui. Et comment tu les traites? Franchement, hmm, franchement, ben, je te dis, par rapport aux êtres chers et tout ça, ça a été compliqué maintenant, j'ai cheminé, mais cette idée de pouvoir être séparé ou privé des êtres chers, c'est quand même un truc que je trouve fou. Mm. Et qu'on soit locataire de tout sur Terre, ça a pu me faire tourner la tête, me donner un tournis épouvantable. Mais donc moi, ce serait la solitude, tu vois, par exemple. Là, ça a été dur cette période. Tu en as perdu quelques êtres chers et ça m'a dévasté d'imaginer pour certains
partir à l'hôpital seule. Enfin, c'est épouvantable. C'est mon pire cauchemar, ça, tu vois, ça serait ça. De partir seule? Mais oui, alors, on est toujours seul, malheureusement. À un moment ou à un autre, on est seul. Mais c'est pour ça qu'on n'a qu'une seule, une seule résolution. Moi, c'est d'emmagasiner un maximum, de profiter de chaque instant, de vivre les plus belles choses possibles, tu vois, et d'emmener ma vie, voilà, oui, des choses belles. C'est la seule chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, quoi, finalement? Mais oui. Oui. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Eh bien, écoute, mes plus belles réussites, évidemment, c'est à la fois mon fils, dont je suis très fière. Hein, ça, c'est sûr. Voilà, c'est un accomplissement pour une femme de voir grandir. Voilà, il va avoir bientôt 16 ans. Il me dépasse d'une tête et demie. Donc ça, c'est magnifique. Et puis, honnêtement, je suis aussi très fière de mon parcours. Et parce que tout ce que je raconte depuis plus d'une heure, ça a été compliqué par moments. Tu vois, j'ai connu des moments de doute tellement profonds quand j'étais beaucoup plus jeune, évidemment, hein, mais que j'ai décrit, je vais pas refaire. Et vraiment, j'aurais jamais imaginé en arriver là aujourd'hui. Et donc, on peut se le dire quand même, ça, c'est vraiment une belle victoire personnelle. Ah, c'est ma plus grande victoire, c'est quand même aussi mon chemin d'autonomie parce que il a été long. Voilà, d'être une femme complètement autonome aujourd'hui, financièrement, affectivement, de m'assumer, voilà. Et ça, en plus, ça coulait pas de source du tout au départ. Et ouais, bravo, ouais, non, allez, ouais, de temps en temps, on peut s'envoyer. On s'auto-congratule, on se fait des petites tapes. Oh bah écoute, une fois de temps en temps, ça fait déjà. Il faut, c'est important. Je le fais pas souvent, mais de temps en temps. Alors vas-y, c'est le moment où tu peux comme on fait la petite tape aux chevaux, le stroke, comme on dit. Yeah, well done, bien joué. Non, écoute, voilà, c'est ça. C'est important de prendre ce moment-là. Après mon burn-out, j'ai été accompagnée par une coach de vie et quasiment à chaque séance, elle me disait, allez, de quoi on se réjouit. Elle m'encourageait à me faire la petite tape parce qu'en effet, c'est important de savoir se féliciter, de se rendre compte de chemin parcouru. Tu sais qu'on ne le fait pas assez. Hein. On est très, très dur avec soi-même en général. Et, non, mais sitôt qu'on a un succès ou une victoire, on passe à autre chose. Hein. On passe à l'objectif suivant. On dit, attends, on va ralentir un petit peu. Alors, on va se congratuler 5 minutes quand même avant de passer. Ouais, il faut. Ah ouais. Comment tu célèbres du coup tes succès? Eh bien, écoute, je trouve que je le fais pas assez, je crois. Je te jure. Il faut que je me là, il faut que. Non, j'ai tendance à pas tout à fait le faire assez. Je crois qu'un de ces 4 matins, il faudrait vraiment que je fasse un vrai stop pour faire organiser une grande fête avec les gens que j'aime, avec les gens qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance. Non, je t'assure. Parce non, je crois que je n'ai pas assez marqué. Et là, j'enchaîne les projets. Pas bien. Parce que là, il est sorti quand le bazar du zèbre à pois? Il est sorti en janvier. Déjà, en janvier. Ouais. Bon, ça, c'est il y a 4 mois. Il faudrait peut-être fêter son anniversaire. Son mois-versaire. Son mois-versaire, c'est une très bonne idée. Comment tu vas le célébrer? Quelque chose. Non, mais j'aimerais bien organiser quelque chose. J'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt avec ma maison d'édition, mais tu sais qu'ils peuvent même plus aller au bureau. Hein. Donc, même pour célébrer quoi que ce soit, c'est. Là, célébrer quoi que ce soit. Hein. J'ai sorti mon premier livre il y a 2 semaines. Il a 1 semaine et demie chez Mango. Génial. Ouais. Oh. Et super. Ça s'appelle Et si je changeais de métier. Donc, je peux voir la petite couverture là. Ah, très bien. Et j'en parlais justement avec eux en disant moi, de toute façon, je vis plus à Paris. Je suis une vraie Parisienne comme toi, mais je me suis expatriée à Marseille. Et ouais. Alors, tu confirmes que c'est génial.
j'ai vécu 8 ans à Marseille. On a quitté Marseille pour que je retourne pas vivre, enfin qu'on retourne vivre à Paris, que je fasse un burn-out. Et puis on a eu le confinement qui est passé par là et j'ai dit à mon mari pendant le premier confinement, je dis écoute, c'est bon là, on y va. Donc on a redéménagé cet été et donc ce que je dis aux Marseillais, je dis attendez. C'est la plus belle preuve d'amour que j'ai pu vous faire quand même, ou en tout cas à la ville, c'est de partir, de revenir, surtout que étant parisienne, une vraie parisienne née à Paris, voilà, on se charrie forcément. Hein, et non, c'est génial. Hein, enfin, c'est tous les jours, je me lève et bon là aujourd'hui c'est pas beau, mais tous les jours je me lève et je me dis mais qu'est-ce qu'on a bien fait quoi. Enfin, ça fait rêver. Ouais. Bah oui, des fois on y songe aussi, mais. Ouais. Paris, c'est chouette, mais bon. Oui, c'est une très belle ville. Ouais, mais là, on a une qualité de vie qui a rien à voir. Enfin, tu vois, on est le 26 avril. Là, il y a une semaine, on faisait du paddle. Il y a 4 jours, j'allais nager. Alors, avec une combinaison, mais j'allais nager dans la mer. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas pareil, non. Voilà, c'est sûr. Si tu croises une personne que tu rencontres et qui connaît rien du tout à ta vie et qui te dit tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre? Que la chance, on la porte en soi et c'est ce qu'on en fait surtout. Donc, oui. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui? Un conseil, oui, c'est vraiment de croire en soi, en sa singularité et de repartir de son ADN pour construire son chemin. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est à chaque fois de m'encourager et de me porter dans mes décisions à chaque carrefour et de pas me mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire de m'encourager. Ouais. C'est quoi tes prochains défis? À part de mieux célébrer. Ah ouais, tu vois, ça a déjà un gros défi. Ouais. Hein. Ah, écoute, mes prochains défis, c'est d'ouvrir, de continuer encore et encore à ouvrir à d'autres champs exploratoires créatifs, tout domaine confondu. Donc, c'est des aventures humaines qui s'annoncent et créatives. Vivre de nouvelles aventures humaines et créatives. Voilà. Encore plus larges, on va dire. T'as des idées ou... Ah oui, c'est plus que c'est même plus que des idées, c'est en cours. C'est en cours et puis ce qui est encore au stade d'idée, vraiment, l'envie de continuer cette exploration et de vivre des nouvelles expériences. Ouais, pour se sentir vivant et... Oui, d'aller à la rencontre aussi de nouvelles personnes et le fait d'ouvrir va permettre aussi de travailler à plusieurs et ça, c'est très riche pour moi aussi. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture? Un conseil de lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai le dernier livre que j'ai lu, c'était Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Ouais. Ça, je me trompe pas. Et franchement, c'était bien, ça m'a bien plu. Et puis, regarde, qu'est-ce que je dis alors et là, celui que je lis, alors ça. Et celui que je suis en train de lire, mais c'est super mal traduit le titre. En plus, c'est même pas français, tu vois, mais c'est une femme médecin. Barbara Wood et l'aube vient après la nuit. Après nuit. C'est très mal traduit de l'anglais parce qu'en réalité, sinon, c'est le titre, c'est Domina qui en fait en latin voulait dire maître et en fait c'est une des premières femmes qui devient médecin en 1880, tu vois. C'est un roman et c'est assez chouette quoi, c'est assez poignant. Donc tu vois, toujours des choses assez variées, tu vois. Voilà, ça celui-là il m'est tombé dans les mains donc. C'était un signe. Voilà, exactement. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Oh,
Ça en fait du monde. À qui j'ai envie de dire merci. Bon, déjà à toi pour cette interview. Avec plaisir, merci. Très, très bon moment. Merci à la vie au sens large, que voilà, vraiment, d'avoir exaucé mon rêve le plus fou et de m'avoir mis sur ce chemin. Parce que grâce à ta deuxième vie, derrière, je peux vraiment continuer à exercer ce métier que j'aime dans les meilleures conditions. Et puis, sinon, ouais, merci à la vie, parce que j'ai quand même été très gâtée, tu vois, à donner des talents, des gens que j'aime, voilà, un bel enfant. Non, vraiment, je suis chanceuse. Voilà, donc merci à la vie, quoi, peut-être, tout simplement. Merci beaucoup, Raphaël. Et puis, bon, évidemment, on peut retrouver ton livre, tous les livres dans toutes les librairies françaises, partout pour pouvoir s'inspirer et grandir. Merci, Charlotte. Merci beaucoup. Et le dernier, le bazar du zèbre à pois. Voilà. Ouais, le dernier, le bazar du zèbre à pois. De toute façon, sur Instagram et puis sur le blog, je mets tous les liens pour pouvoir retrouver toutes ces pépites. Super. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Charlotte. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Retrouvez sur le blog pourquoipasmoi.co tous les liens vers les romans de Raphaël. Celui vers mon livre, Et si je changeais de métier, et vers le programme Trouver sa mission de vie et écouter sa petite voix. Pour fêter le 50e épisode de Pourquoi pas moi, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle saison du podcast. Ce qui va changer avec cette nouvelle saison, j'ai ajouté des nouvelles questions à la fin des interviews, comme notamment « À quel moment dans ta vie t'es-tu dit pourquoi pas moi ?» ou « Comment célèbres-tu tes succès ?» Allez, je vous souhaite une magnifique fin de semaine et je vous dis à demain avec la newsletter hebdomadaire pour t'inviter à écouter ta petite voix et à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.